c'était qu'à la base, on avait une certaine vision et une certaine, peut-être, idée de ce que Bex allait être. Et on a défini ça et on essaye de toujours rester fidèle à nous-mêmes sur cette mission, entre guillemets, qu'on a pour Bex. Et donc, l'idée, c'est vraiment que Bex, c'est une pâtisserie qui est pour tout le monde. Et on voudrait que ce soit excitant de venir chez nous et en même temps que ce soit abordable. Donc, en fait, en évoluant la marque, on essaye de rester fidèle à cette idée. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne pour être informé des prochains épisodes. Cela m'aide énormément. Je vous souhaite un bon voyage sur la chaîne des Leaders sans frontières. Bonne écoute. Bonjour Laure, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci de m'avoir invité et de me recevoir ici dans les locaux de Bex. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes, tu dises qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens. Ok, donc je suis Laure Chevalier. Je suis née à Chantilly, qui est une petite ville à côté de Paris, qui est connue pour le monde du cheval et son château. D'accord. Donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans et après je suis partie à Lille pour faire le groupe, l'ESPEM du groupe EDEC. Et donc durant ce parcours d'école de commerce, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Chili, à Santiago, pour 6 mois pour étudier à l'étranger. Et ensuite, je suis revenue pour ma dernière année et c'est là où j'ai dû faire un stage de 6 mois. Donc soit en France, soit à l'étranger. Et à l'époque, j'ai postulé à pas mal de stages différents. Et donc, j'avais 2 options. J'avais soit une option à Dubaï, soit une option à Ho Chi Minh. Comme quoi. D'accord, le Vietnam était déjà dans la carte. Ouais, et c'était Yves Rocher au Vietnam et à Dubaï, c'était TBWA, qui est une agence de publicité en stratégie. Et comme l'offre me plaisait plus à Dubaï, je suis partie à Dubaï. Ok. Et c'est là que j'ai rencontré mon copain qui est devenu mon mari. Et on a décidé de partir au Vietnam, créer quelque chose ensemble. Après pratiquement 2 ans à Dubaï. Ouais, tu vois, j'allais te demander un petit peu l'histoire de ton expatriation et ton histoire par rapport au Vietnam. Donc, en fait, il y a 2 phases. Une phase d'abord au Moyen-Orient, à Dubaï, et une phase au Vietnam. Quand tu arrives à Dubaï, qu'est-ce qui t'interpelle ? Tout interpelle, je pense, à Dubaï, parce que c'est un monde qui est tellement différent. Déjà, la modernité. Parce que c'est un de tes premiers stages, en plus, c'est une de tes premières expériences professionnelles. Oui, c'était mon premier vrai stage de 6 mois. Et en plus, à l'époque, j'avais vraiment pas l'intention de partir à l'étranger. Je pensais rester à Paris. Et en postulant, en fait, j'ai ouvert quand même mes chances à différents pays. Et donc, en arrivant à Dubaï, en fait, on est choqué par déjà la complexité de la religion musulmane et en même temps 90% d'expats qui vivent là-bas sur la population entière, ou du moins à l'époque quand j'y suis arrivée. Là, c'était quelle année à peu près Bonne question. C'était en 2010, 2011. Okay. Ouais. Et puis aussi le côté multiculturel, parce qu'en fait, il y a tellement de cultures, de nationalités différentes qui sont regroupées dans différents quartiers. Donc, il y a vraiment en fait tout qui surprend. Et c'est ça qui est excitant, c'est qu'en fait, on est dans un monde qui est tellement différent qu'on apprend de tous les côtés. Une image que tu retiens de Dubaï ? Une image que je retiens de Dubaï. Nous, on vivait à la marina, donc c'était super sympa. On avait en fait tous les immenses buildings. Et à côté de ça, on avait en fait la partie un peu bateau et mer. Donc c'est très joli et ça fait rêver un certain temps. Tu passes donc 6 mois à Dubaï et après, donc c'est là que tu rencontres... J'ai fait 6 mois à Dubaï et en fait, à la fin de mon stage, ils m'ont proposé de rester pour un poste indéfini. Et donc, c'est pour ça que je suis restée pratiquement 1 an et demi. D'accord. Et donc, c'est là que tu fais la rencontre de ton mari. Ouais. Et vous partez au bout d'1 an et demi au Vietnam. Lui, il est vietnamien. Ouais, il est vietnamien.
il est né au Vietnam, il a grandi au Vietnam jusqu'à ses 10 ans et après il a rejoint sa mère et son frère avec son père et sa sœur aux États-Unis. Sa mère et son frère étaient partis en premier et donc ils se sont trouvés à Los Angeles quand il avait 10 ans. Vous vous rencontrez à Dubaï et vous rentrez donc dans son pays natal, le ouais. Vietnam. Pourquoi avoir choisi le Vietnam? C'est vrai qu'après 1 an et demi à Dubaï, en fait, on s'est dit qu'on avait envie de créer quelque chose à 2. Je pense que c'est parti un peu d'une frustration ayant bossé dans une agence de publicité où on fait de la stratégie et de la des projets créatifs pour les clients, de ne pas voir l'aboutissement de ces projets. Parce qu'en fait, on leur donne et puis c'est à eux d'implémenter et on ne voit pas en fait le résultat de notre travail. Donc, c'était l'idée en fait de pouvoir faire quelque chose qu'on puisse créer et développer ensemble et de voir en fait l'aboutissement du travail. Après, pourquoi le Vietnam? Il avait fait en fait 1 an au Vietnam, juste avant Dubaï, en agence de publicité. Il m'en avait pas mal parlé. Il m'avait dit que c'était une ville qui bougeait énormément, qu'il y avait une sorte de mouvement entrepreneuriat assez intense. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas Dubaï. Ok. Donc voilà. Pourquoi pas le Vietnam, pardon, ouais. Pourquoi pas le Vietnam, ouais. D'accord. Et je te repose la question, je te l'ai posée pour Dubaï. Donc, Dubaï, tu es plutôt dans un rôle stage, puis après prolongé, avec une expérience plutôt dans le marketing, la publicité. La stratégie, ouais. La stratégie, exactement, le conseil. Là, vous voulez monter un business qui soit un peu plus concret. Quand tu arrives au Vietnam, même question, qu'est-ce qui t'interpelle? En fait, c'est l'opposé de Dubaï. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, on se retrouve dans une dynamique qui est complètement différente de Dubaï. Et je pense que ce qui interpelle, c'est ce bourdonnement qu'on a incessamment dans la ville. Cette idée que ça s'arrête jamais. Nuit et jour, semaine, week-end, ça s'arrête pas. Et puis, on voit aussi le côté entrepreneuriat vraiment à tous les niveaux. Dans la rue, avec les étudiants, etc. Donc, c'est vrai que ça surprend. Quand vous arrivez, quel est votre projet? Raconte-moi un petit peu les histoires, puisqu'il y en a plusieurs. On va y revenir tout au long de cet épisode. Et vous commencez avec The Lab. On a commencé avec Work Saigon, qui est un coworking space. D'accord, ça, tu vois, j'étais pas au courant. Ouais. Qu'est-ce que c'est Donc, c'était un coworking space. Donc, c'était l'idée qu'on avait. On avait commencé à bosser sur un business plan. Et donc, en arrivant ici, en fait, l'idée, c'était vraiment d'observer un peu la ville et puis de commencer à chercher un espace. Et donc, en fait, l'idée, c'était de créer une sorte de coworking café. Donc, un espace où les gens pouvaient venir bosser sans avoir un membership et juste consommer une boisson, un plat, etc. Et donc, on a trouvé notre petite villa coloniale dans le district 3. Et c'est comme ça qu'on a commencé Work Café. Enfin, Work Saigon à l'époque. Ok, donc ça, c'était quelle année à peu près? Et donc ça, c'était en 2013. Ok, 2013. Ouais. Et comment ça va évoluer? Raconte-moi le développement l'assemblage ensuite des différentes structures que vous allez monter. Donc en fait, après quelques mois avec ce coworking space, on a été approché par AIA, qui est une agence, une compagnie d'assurance au Vietnam, connue à Hong Kong également. Et ils nous ont demandé en fait d'ouvrir un café pour eux et avec eux dans Bitexco, dans la tour, dans le centre de Ho Chi Minh. Voilà. Et donc de créer en fait le concept avec eux, de faire le design de l'espace et après d'opérer un café. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand le PDG et le directeur financier sont venus pour nous dire ça, on était un peu dubitatifs. On s'est dit pourquoi est-ce qu'ils viennent dans ce petit café et nous demandent nous alors qu'on n'a pas forcément les qualifications de faire ça. Ça nous a un peu interpellés. Et puis en fait, on s'est dit pourquoi pas, au final, on n'a rien à perdre. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et c'est de là où en fait, on a vraiment eu cette passion du design. Et c'est comme ça que The Lab Saigon a commencé
Parce que le café, l'évolution. comment il s'appelle? Le café, c'était Blank. Blank, d'accord. Donc, c'est Ouais, ça. donc c'était notre Il y a deuxième. Blank, Ouais. The Lab, et ensuite, il Et y aura après Bakes Bex. qui naîtra. Exactement. Mais là, déjà, vous avez plutôt créé cet environnement café et ce côté design. The Lab, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les activités? Donc, The Lab, en fait, on a différentes activités. On fait du design, que ce soit graphique ou intérieur. On fait également tout ce qui est photographie, marketing, stratégie. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée qu'un client peut venir vers nous avec un projet et qu'on peut aider à conceptualiser ce projet, que ce soit le concept ou après que ce soit du design graphique, etc. Quand vous lancez ce café, à, à- à l'origine de ce projet, qu'est-ce qu'ont été pour toi les facteurs qui ont fait que ces personnes-là, cette assurance, cette grande assurance, est tournée vers vous? Tu connais C'est encore un les éléments? mystère. Non. C'est encore un mystère? Non, en fait, ils ont aimé le design qu'on avait créé dans cette villa coloniale. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit qu'ils avaient aimé, en fait, l'atmosphère, le design et qu'ils voulaient qu'on crée ça un peu à une autre échelle. Ok. Donc, The Lab, qui est l'accompagnement conception design. Vous avez Blank, du coup, qui est plutôt la partie café. Oui. Que vous avez su développer dans un premier temps en parallèle à partir de 2013. Et ensuite, vous avez créé Bakes. Oui. Est-ce que tu peux raconter encore une fois cette opportunité qui s'est concrétisée en un business? Donc, Bex, en fait, ça a commencé parce qu'on fournissait en fait les pâtisseries pour Blank à Bitexco. Et donc, on a commencé à faire des pâtisseries dans la maison coloniale où on avait une cuisine à l'époque. Et en fait, on a eu des retours clients qui étaient très satisfaisants. Et puis surtout, une passion de mon côté. C'est vrai que je sais pas si ça m'a plu. Et j'y ai pris goût. Et de là, en fait, progressivement, c'est devenu un online business. Donc, on vendait en ligne, on avait notre site. On a fait aussi des ventes pour des restaurants et cafés comme An dans le district 1. Et en 2020, on a décidé d'ouvrir un espace au moment du Covid. Comment vous vous organisez avec ton mari? Parce que vous avez ce triptyque de marques et c'est 3 entreprises à faire tourner. Comment vous vous structurez? Donc au début, en fait, on était sur tout. Et on était sur tout, sur The Lab et sur Bex et Blank. Et en fait, c'est là où on a vu les limitations parce qu'en fait, potentiellement, quand on a beaucoup de projets sur The Lab, tout l'effort était porté sur The Lab, etc. Et c'est là où on a décidé de diviser. Donc lui, il est plus du côté de The Lab et moi, je suis plus en F&B. Et au fur et à mesure des années, on a aussi comment dire, on s'est réassemblés pour qu'on puisse aussi contribuer aux différents business. Ok. Donc c'était l'idée de diviser, puis de finalement se merge, je sais plus comment on dit ça en français. Ouais, cette fusion. De se refusionner. Comment est-ce que, là tu viens d'expliquer comment vous séparez vos activités, comment justement vous refusionnez après cette scission? Donc refusionner, ça s'est fait de façon assez naturelle. En fait, c'est de voir nos différents points positifs et là où on peut apporter de la valeur. Donc, il est très bon sur du marketing, par exemple. Moi, je vais être meilleure peut-être en opération. Et donc, en fait, que chacun ait ses pôles départements pour contribuer à l'évolution de l'entreprise. BX, du coup, vous ouvrez un lieu physique à partir de 2020. Avant, c'est uniquement de l'envoi de pâtisserie. Est-ce que tu peux expliquer la création des pâtisseries que vous avez? Parce que je crois qu'il y a une réelle démarche derrière encore qui est liée au design. Explique comment vous travaillez sur vos pâtisseries. Je pense que déjà, c'est de comprendre le marché, de comprendre nos clients. Il y a eu une adaptation, en fait, partir sur des pâtisseries qui, à la base, étaient très françaises et de s'adapter au marché, de comprendre que les Vietnamiens aiment les pâtisseries moins sucrées. Et puis aussi que de base, les Vietnamiens ne sont pas forcément très pâtisseries. Donc, s'adapter sur des goûts qui vont plaire, qu'ils vont comprendre. Et après, c'est vrai que d'un point de vue créatif, c'était très important pour nous que les produits restent créatifs, que ce soit visuellement parlant ou au niveau du goût. Donc, c'était l'idée par exemple, de prendre un produit qui est très vietnamien à la base, comme l'œuf de cured eggs, l'œuf qui a été préservé dans le sel.
et de créer une pâtisserie à base de ça. Et après, au niveau de la créativité, c'est un concept, de partir sur un concept et de vraiment de pousser. On va peut-être faire nos moules nous-mêmes. Par exemple, on a fait le chocolate Hershey. On a fait une pâtisserie qui ressemble à un kiss de Hershey. Donc, on a fait notre moule nous-mêmes en 3D, etc. Et donc voilà, donc c'est beaucoup de réflexion sur comment on peut pousser un peu la créativité du produit. Vous faites accompagner par rapport aux saveurs, au goût. Vous avez un chef pâtissier parce que vous deux, à la base, vous n'avez pas trop des formations en pâtisserie et en cuisine. Non, on a une équipe. C'est vrai qu'en pâtisserie, on a un executive pastry chef qui est français. Et puis après aussi, on fait beaucoup de points avec nos équipes parce que c'est vrai que chacun a des goûts différents. Donc, dès qu'on a des nouveaux produits en recherche et développement, on s'entoure en général d'une dizaine de personnes pour tester les produits, pour avoir des feedbacks. Et c'est pour ça que chaque développement de produit prend plusieurs semaines, voire mois, pour arriver à un stade où on est satisfait du résultat. Ouais, c'est exactement ce que m'expliquait aussi Camille Lay dans le premier épisode des Leaders sans frontières. Elle est sur une marque de chocolat et justement qui doit adapter et sensibiliser aussi les Vietnamiens au monde du chocolat comme vous faites avec les pâtisseries. Comment tu fais pour justement développer la marque Bakes auprès des Vietnamiens en plus d'adapter les goûts? Est-ce que vous avez une stratégie particulière en marketing, justement? Adapter la marque, c'est vrai que la marque, elle a énormément évolué au fur et à mesure des années. Je pense qu'on est parti sur quelque chose qui était à la base très passionnel et qui était très impulsif. Et donc, de ça, en fait, en ayant l'entreprise qui évolue, c'est vrai que la marque évolue en même temps et elle se définit. Après, je pense que ça reste quand même, il y a quand même un noyau. Et le noyau, c'est qu'à la base, on avait une certaine vision et une certaine, peut-être, idée de ce que Bex allait être. Et on a défini ça et on essaye de toujours rester fidèle à nous-mêmes sur cette mission, entre guillemets, qu'on a pour Bex. Et donc, l'idée, c'est vraiment que Bex, c'est une pâtisserie qui est pour tout le monde. Et on voudrait que ce soit excitant de venir chez nous et en même temps que ce soit abordable. Donc, en fait, en évoluant la marque, on essaye de rester fidèle à cette idée. Après, pour nous, c'est vraiment l'idée de on a deux points forts, c'est qu'on essaye de rester créatif dans tout ce qu'on fait. Et après, l'idée vraiment donc de rester fidèle à cette idée d'être abordable au niveau des produits, du prix, des espaces qu'on crée. Mais après aussi, en évoluant, c'est vrai que pour nous, créativité est vraiment un des points sur lesquels on se focalise énormément, d'être sur des produits qui sont créatifs, mais aussi excitants, donc avec du renouveau, c'est renouvelé constamment. C'est-à-dire, vous sortez des nouvelles pâtisseries, à quelle fréquence? Nouvelles pâtisseries, on essaye de faire tous les 3 mois. Après, on a aussi toutes les occasions, donc on va investir énormément sur Noël, sur la saison des mooncakes, des gâteaux de la lune, sur le nouvel an vietnamien, etc. Donc vraiment cette idée de constamment se renouveler. Ça peut être sur un produit, mais ça peut être aussi sur des espaces, d'ouvrir plus d'espaces. Aussi de réfléchir à comment on peut satisfaire le client. Par exemple, pour Noël, on a donné du chocolat chaud le 24 et le 25 à toutes les personnes qui venaient. Nos équipes ont chanté des chansons de Noël. C'est vraiment l'idée de satisfaire le client et de le surprendre et en même temps que ce soit fun de venir chez Bex. Voilà. Donc, on essaye à travers le marketing, l'opérationnel, de répondre à ça. En termes de sourcing, vos matières premières que vous sourcez pour les pâtisseries, elles viennent d'où? Elles viennent de beaucoup de fournisseurs différents. On a le fournisseur spécialisé en chocolat, on va avoir le fournisseur spécialisé en farine, etc. Après, pour nous, c'est vrai que la matière première, c'est aussi important. On ne compromet pas au niveau des ingrédients. Donc, c'est vrai que pour ça, on utilise du beurre français. Donc, tout n'est pas forcément... Il y a des choses qui vont être importées, il y a des choses qui vont être locales. On aime aussi faire les choses nous-mêmes. Donc, tout ce qui est... pour tout ce qui est sauce, pour tout ce qui est confiture, c'est fait nous-mêmes avec des produits frais, etc. Ok. Donc, ouais. Donc avec des fruits du Vietnam. Ouais.
Non, toi qui es peut-être une experte, qu'est-ce que c'est une bonne pâtisserie? Alors, tu les évalues sur quels critères, en fait, tes pâtisseries? Quand tu fais une dégustation, tous les 3 mois, vous sortez une nouvelle pâtisserie, qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont les éléments que tu vas retenir pour évaluer une nouvelle pâtisserie? Donc pour moi, c'est pas l'idée, est-ce que c'était la meilleure pâtisserie que j'ai mangée de toute ma vie? C'est plus, est-ce que c'est une pâtisserie qui va plaire à nos clients? Et donc l'idée, c'est de rester dans de la légèreté. Il faut que le produit soit léger, même si c'est du chocolat, du caramel, il faut que ça soit léger. Il faut que ce soit peu sucré. Et puis après, est-ce que c'est un produit qu'ils vont comprendre? Vous commencez à faire vos pâtisseries dans votre petit café et aujourd'hui, vous avez une marque à part entière. Il y a combien d'employés aujourd'hui chez Bakes? On est, en tout et pour tout, dans l'entreprise, on est 200. Donc ça, c'est uniquement l'entité Bakes ou ça Donc ça, comprend c'est aussi... pour The Lab, Blank et Bex. Ok, Chez Bex, on est une centaine. ok. Comment tu prends en compte les différences culturelles dans ton management tous les jours? Tu me parlais d'un chef français, de staff vietnamien. Oui, c'est vrai que les différences culturelles se ressentent. Et puis aussi, au-delà des différences culturelles, c'est vrai que c'est différent de la façon dont on va travailler avec un serveur, par exemple, qui est peut-être étudiant et quelqu'un qui est en comptabilité au bureau. C'est vrai que c'est pas les mêmes enjeux, «management» entre guillemets. Je pense qu'on s'adapte énormément. On arrive sans vraiment connaître le pays et au fur et à mesure des années, en 10 ans, on voit, on voit comment s'adapter et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne marchent pas ici. Par exemple? Je pense qu'au Vietnam, il y a un besoin d'être assez proche, il y a besoin d'être calme. Je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément très français. On peut être très impulsif et pas forcément réfléchi dans notre façon de communiquer et c'est un truc dont je me suis rendu compte au Vietnam, que les Vietnamiens, en général, sont quand même très calmes face à n'importe quelle situation. Ok. Et je trouve qu'on apprend de ça et ça nous améliore on est meilleur en management grâce à ça. Et c'est une chose que j'avais d'ailleurs dit à mon chef pâtissier, qui est français, c'est qu'au final, il faut s'adapter en fait à ce côté vietnamien qui va pas être forcément impulsif, qui va être réfléchi, qui va réfléchir avant de s'exprimer. Et puis, une autre chose aussi, c'est on n'a pas forcément réponse à tout. Je trouve qu'en France, on peut être très oui ou non, très white or black. Alors qu'au final, au Vietnam, ils ont un état d'esprit qui est très différent parce qu'il y a cet état d'esprit d'entreprendre. Et donc, ils vont vraiment, en fait, réfléchir à 1000 façons de faire les choses. Et alors que nous, parfois, en France, on peut être très carré en se disant non, ça va être fait comme ça. Et donc, grâce au Vietnam, je trouve qu'il y a beaucoup plus de flexibilité au fur et à mesure des années. Tu parlais justement de l'apprentissage que tu as eu au fur et à mesure des années liées à ton aventure ici et ta vie ici. D'un point de vue entrepreneurial, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites que tu ne reproduirais pas aujourd'hui si tu devais tout recommencer? S'il y a des choses que demain, une personne qui écoute ce podcast veut lancer une marque de pâtisserie en France ou dans le monde, sur quel point tu lui recommanderais de porter son attention? C'est difficile de se souvenir de toutes les erreurs. Il y en a tous les mois, toutes les semaines. Je ferai pas forcément les choses différemment juste parce que j'ai appris de mes erreurs et que c'est pour ça que je trouve qu'on est là aussi grâce à nos erreurs. On apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos succès, entre guillemets. Après, je pense l'expérience. J'aurais aimé pouvoir avoir plus d'expérience parce que je suis arrivée ici, j'avais 22 ans, 23 ans. Et donc, j'avais que 1 an et demi d'expérience en entreprise. Et je pense que avec du recul, si j'avais pu, j'aurais aimé faire peut-être un stage ou travailler en hôtellerie ou en restauration, comme ça, pour comprendre mieux le monde hôtelier, entre guillemets. Et aussi progressivement d'apprendre du management. Parce qu'on se retrouve à 23 ans dans une position managériale et on n'est pas forcément prêt pour ça. Et donc, on fait beaucoup d'erreurs, on corrige les erreurs. Et comment tu as fait justement pour te former, pour monter en compétence dans ce domaine-là?
Je pense que, une des choses qui est très importante, c'est d'écouter les personnes autour de nous qui nous font des feedbacks. Au début, on peut se braquer et prendre les choses personnellement et de comprendre que ça peut que nous aider à évoluer. Donc d'être ouvert, que ce soit auprès de son partenaire ou auprès de ses collègues ou auprès de ses équipes, de demander: «Qu'est-ce que je peux faire de mieux?» Même si ça fait pas toujours du bien à entendre. On parlait justement des erreurs. Il y a aussi dans l'entrepreneuriat beaucoup de moments difficiles et stressants. Comment tu gères ton stress et comment tu réagis face à une situation stressante? Oui, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Il y a des moments très stressants et je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'expérience de une, qu'au fur et à mesure, du temps, c'est vrai que les problèmes paraissent peut-être moindres. On apprend qu'au final, il y a toujours des solutions et c'est juste une question de temps. Il va peut-être avoir une phase un peu difficile, mais au final, il y a toujours des solutions qui se mettent en place. Donc ça, l'expérience, ça permet en fait de contrôler son stress et de prendre du recul, d'être relatif et de se dire: «C'est pas si grave que ça». Et après, peut-être qu'entre la vingtaine et la trentaine, on apprend aussi qu'on n'a pas non plus besoin de tout résoudre soi-même. On n'a pas besoin de prouver à tout le monde qu'on est capable de résoudre le problème et donc de faire appel aux personnes qui nous entourent. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on a en tant qu'entrepreneur, on n'est pas non plus bon partout. On est entouré de départements qui sont là aussi pour apporter leur vision et donc de savoir dire: «Bon, voilà, on a ce problème-là, comment est-ce qu'on réglerait les choses?» Et de demander l'opinion des gens et après de prendre une décision qui est plus réfléchie que juste sa propre décision. Tu as un mécanisme, une routine justement quand tu es face à une situation stressante Mais il y a peut-être une chose qui est intéressante qui est venue de mon mari, de dire déjà de une, ça sert à rien de paniquer. Et plutôt que de ressasser le problème, on définit un plan d'action. Donc voilà, ça c'est le problème et les différents acteurs et comment chaque acteur va contribuer à la résolution du problème. Quelle est ton ambition pour ces 3 sociétés? Tu peux me répondre juste sur Bakes ou sur les 3? Où est-ce que vous souhaitez emmener ce projet? Aujourd'hui, vous êtes passé d'une cuisine où vous envoyez des pâtisseries en les vendant online à une société avec 200 personnes. Demain, quel est l'avenir de cette structure? Vous voulez l'amener où? Déjà, pour nous, c'est vraiment un cosmos, The Lab, Blank et Bex. En fait, chaque département et chaque entreprise contribue au succès de l'autre. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir, en fait, chacun contribuer au développement de chaque marque. Mais après au niveau de l'évolution, pour 2024, on a prévu d'ouvrir entre 3 et 6 Vex à Ho Chi Minh. OK. Donc voilà, de s'étendre, Parce que là, dans actuellement, différents vous en avez on en a 3. 3, ouais, c'est ça. Il y a celui-là, plus 2 Ouais. autres à Ho Chi Minh. Donc l'idée, oui, Euh, c'est de doubler, voire grossir tripler, à 3 voire 6 de plus. Donc c'est de passer en fait d'une pâtisserie, un peu familiale à plus une chaîne de pâtisserie. Mais en gardant notre noyau créatif, qu'on peut l'ADN. avoir avec l'ADN de Bex. Et d'un point de vue process, comment vous vous organisez pour passer à cette échelle? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les enjeux sont plus les mêmes, le travail n'est plus le même. Donc déjà de s'entourer, donc ça veut dire que ça va être une année où on va recruter pas mal de personnes de personnes clés différentes, hem et développer des départements différents, par exemple logistique, heu, quality control et cetera. Donc c'est une évolution en fait, je dirais du bureau en même temps que des espaces. Grosse Grosse année. aventure, grosse année, ouais, grosse année. Et je reviens à Bakes et aux pâtisseries. Aujourd'hui, comment vous produisez? C'est-à-dire chaque magasin va produire ses pâtisseries, vous produisez à un endroit et vous distribuez. Et justement, en ayant un objectif qui est de grossir, de doubler, voire tripler la taille, est-ce que vous allez centraliser votre production à un seul endroit ou chaque boutique va faire les recettes?
On a déjà centralisé. Donc, à l'étage, c'est notre cuisine centralisée D'accord. qui fait à peu près 400 mètres carrés. Et de là, en fait, on envoie déjà les pâtisseries dans les différents espaces. On a un camion réfrigéré qui fait qu'on peut envoyer nos pâtisseries, nos glaces dans les différents espaces. Après, c'est vrai que cet espace, on l'a créé dans l'optique qu'on peut produire jusqu'à l'équivalent de 10 magasins. Enfin, on peut fournir jusqu'à 10 magasins. Et puis après, ce sera une autre question de développement. Ok, donc vous savez déjà que votre cuisine Voilà. va pouvoir absorber Une la charge et dizaine la d'espaces. demande. Ouais. Ok. Donc c'est arrivé au moment de la production de Gâteau de la Lune de Mooncake, où on a vu en fait les limites qu'on avait en termes de production. Et c'est de là où l'année dernière, on a commencé à regarder un plus gros espace de production et l'idée de centraliser notre cuisine. Voilà. Et après, c'est vrai qu'en centralisant, en fournissant plusieurs espaces, il y a toujours des questions qui vont arriver comme la sophistication des produits et en même temps la capacité de production. Parce que certains produits nous prennent énormément de temps et pour pouvoir répliquer et envoyer ça dans 6 shops différents, est-ce qu'on sera capable ou qu'est-ce qu'il va falloir simplifier? Est-ce qu'il va falloir avoir des machines, etc. Ouais, est-ce que tu as une anecdote à me raconter aujourd'hui sur ton aventure entrepreneuriale et un souvenir que tu gardes et qui t'a permis de grandir? Je pense que c'est quand on a ouvert Blank à Landmark, dans la grande tour. On était au 75-76e étage et on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et c'est vrai qu'on a ouvert et on était en petite équipe, on était une dizaine dans l'espace et j'avais dit: «Vous inquiétez pas, de toute façon, ça va prendre 3-4 mois pour que les gens entendent parler de nous et qu'on commence à vraiment avoir une clientèle». Et la première semaine, je pense qu'on a eu des centaines de personnes accumulées. En fait, on a eu un post sur le groupe Vin résidentiel et d'un coup, tout le monde s'est mis à venir et on s'est retrouvés avec 200 personnes dans notre entrée et complètement dépassés par les événements à se dire: «Mais comment on va gérer ça?» Et c'est là où il y a je sais pas, il y a une sorte de déclic qui se crée. On se dit: «Tiens, j'étais pas du tout équipée pour une telle chose». Et c'est là où on commence à repenser et repenser son entreprise, repenser les façons d'opérer, aussi de préparer une ouverture. Et donc voilà. Donc on se rend compte à quel point on n'était pas du tout équipés Donc, ouais, le groupe pour Vin, ça. c'est un des plus gros groupes Ouais. au Vietnam. Ils sont dans l'immobilier, ils sont dans la tech, ils sont Mm. dans l'automobile. Donc, c'est énorme comme structure. Comment tu as fait face à ce flux? Enfin, comment se sont passées ces 2 premières semaines? Qu'est-ce que vous avez mis en place? On n'a pas dormi. Je pense qu'on n'a pas dormi, on a couru, on n'a pas mangé et puis on a recruté. Ouais. Okay. C'est vrai que ça permet de se remettre en question, de se dire: «OK, jusqu'à présent, on a opéré de façon très familiale, de façon très spontanée et c'est très passionnel et maintenant, il va falloir qu'on opère comme une entreprise, comme un groupe, de mettre en place des structures, de planifier aussi l'opérationnel, de s'assurer qu'on a au moins 1 mois de fonctionnement avant d'ouvrir au public pour être capable de gérer la demande et la clientèle, etc.» Donc on remet beaucoup de choses en question et en même temps, on est heureux parce qu'on se dit: «Bon, tant mieux, il vaut mieux ça que personne». Mais Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? je crois que je l'ai déjà dit, mais c'était d'accepter les feedbacks, de pas le prendre personnellement et de tourner ça en point positif. Et c'est en général le conseil que je donne à mes équipes, c'est quand on te donne des feedbacks, que ce soit tes collègues, ton manager, etc., il faut pas se braquer. De prendre l'information comme elle Ouais. est et pas extrapoler. Et puis pas jouer sur justifier non plus. sur l'émotion. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? Je pense qu'on progresse avec ses équipes et avec les personnes qui nous entourent. Que ce soit nos partenaires, que ce soit les différents managers des différents départements. En général, c'est vrai qu'on se rend compte de nos lacunes. On n'est pas
On n'est pas forcément comptable, on n'est pas non plus RH. Et donc, d'avoir en fait des managers dans chaque département, ça nous permet en fait d'apprendre d'eux et je pense de se développer en tant que manager, en tant que skills, en tant que compétences et aussi d'avoir une vision qui est un peu différente de comment créer, enfin de comment continuer son entreprise. Ok. Parce qu'au final, la vision que nous on a à la base, elle évolue énormément avec nos équipes. Ils apportent leur propre vision, leurs propres idées. Et c'est comme ça vraiment qu'on voit le développement de la marque. C'est là où ça devient intéressant aussi. Il y a une question qui me vient justement par rapport à ça et la transmission d'idées. Justement, qu'est-ce que tu utilises comme méthode pour transmettre tes idées, ta vision, ton message à tes équipes et faire que justement il est compris, intégré et qu'ils vont s'approprier ton message tout en gardant en fait ton idée initiale? C'est difficile parce que c'est vrai qu'à la base, quand on a commencé, on était 3-4. Et donc, on était sur le terrain en permanence avec 3-4 personnes et c'est facile de créer une connexion et de communiquer ça au jour le jour. Et plus on grossit et plus potentiellement cette vision qu'on peut avoir, elle disparaît auprès des personnes qui travaillent avec nous. Donc, ce qu'on essaye, c'est la formation. Sur la formation, d'expliquer différentes choses, d'expliquer l'entreprise, d'expliquer la marque, la vision de la marque, de communiquer ça au quotidien également dans les faits et les gestes, mais aussi de empower les équipes qui contribuent à cette créativité et à cette vision avec leurs propres idées. Donc ça peut être à travers des brainstorming sessions. Pour Noël, par exemple, on a fait une brainstorming session sur différentes idées, comment communiquer le côté festif de Noël auprès des clients au jour le jour dans les shops. Est-ce que tu as une citation, une maxime qui te suit au quotidien? Non, mais j'aime bien l'idée du karma. Ok. Ouais. Pourquoi? Je pense que ça nous a réussi jusqu'à présent, l'idée de you do good things happen to you. On essaie de penser comme ça. Voilà. Okay. Non, Peut-être que c'est le Vietnam qui a affecté ce côté bouddhiste. Est-ce que tu as un indispensable? Alors, moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est un livre, un podcast, un journal télévisé, papier, qui t'accompagne au quotidien et qui te permet de soit prendre du recul, t'évader ou de te faire grandir au quotidien. J'écoute The Happiness Lab en ce moment, qui est une podcast très intéressante. Ok. Et je trouve que ça permet de ne pas penser, déjà de relativiser sur les choses qui sont importantes dans la vie. Mais après, sinon, au quotidien, non, c'est pas forcément de podcast ou de livre tant que ça. C'est plus l'idée d'essayer de définir des moments perso et des moments boulot. Donc, par exemple, se lever plus tôt le matin pour avoir 1 heure de déconnexion avant de commencer le boulot. C'est plus cet état d'esprit, je dirais. On en parlait avant de commencer l'épisode. Tous les matins, ta morning routine, c'est te lever et pendant 1 heure, tu touches pas ton téléphone, c'est ce que tu as dit, pour prendre ton petit déjeuner et te poser. Et est-ce que c'est du temps que tu consacres uniquement à ta famille ou tu commences déjà ta journée et tu te mets déjà dans une routine de je fais déjà par exemple ma to-do list? Non, en général, c'est vraiment un moment juste familial pour moi. Ok. Après, c'est venu au fur et à mesure des années où je ressentais pas ce besoin avant, et c'est vrai que c'est peut-être depuis le Covid où je ressens ce besoin d'avoir 1 heure tranquille avant vraiment de commencer. Et je trouve que ça permet d'avoir un esprit assez calme et clear avant de s'y mettre. Voilà. Et dans cette heure, c'est quoi? C'est uniquement prendre ton petit-déj, Oui, en général. Sortir le chien, prendre son petit-déj, de lire un bouquin, d'écouter une podcast, de parler à son mari. C'est vraiment un moment déconnecté du travail. Ok. Ouais. Super. Parfois, il parle du travail, c'est là où ça devient problématique. Et comment ça se passe quand ton mari parle de travail pendant cette heure-ci? Je pense qu'on accepte et on finit par en parler, mais bon, c'était pas le but à la base. Okay.
Où est-ce qu'on peut te suivre ou te retrouver si on souhaite te contacter? LinkedIn, Laure Chevalier, ou sur Instagram. Ok, moi je mettrai tes liens sous l'épisode en description. Parfait. Ok, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici dans les locaux de Bakes. Merci. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Pareil. Bonne continuation pour l'aventure justement des 3 marques, The Lab, Bakes et Blanc. Et puis toi aussi. Good luck avec les podcasts Merci qui vont beaucoup. arriver. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.